Are you ready? Hey, think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down. Salut les gâcheux, les gâchis, bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode d'Enigmatic Asylum. Là on est au 15e épisode. Ça portera sur la DX, mais pas à n'importe quelle période, ça sera pas vraiment DX en général. Et pour cela, je serai accompagné d'un invité très spécial, on peut dire que c'est une star, une star de TikTok Game que vous devez sûrement connaître. Car je suis accompagné de Pierre Luc. Salut Pierre Luc, comment ça va? Salut, quel honneur, une star, je dirais pas ça, mais merci beaucoup de m'inviter, je suis ravi de participer au podcast de Lunatic. C'est avec un grand plaisir et surtout sur la DX, parce que la DX c'est un sujet qui me tient à cœur, et voilà, merci, comment tu vas? Ben moi ça va, super. Du coup, puisque beaucoup de gens te connaissent, il n'y a pas trop besoin de te présenter, sauf si tu le souhaites quand même. Créateur, catch, sur un peu toutes les plateformes, principalement les plateformes de type vertical, TikTok, Instagram, YouTube Short, mais également YouTube, des vidéos longues, YouTube sur la chaîne Catch Club également, et puis à mes heures perdues sur Twitch. Voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas à le suivre principalement sur TikTok et Twitch. Surtout pour ces différentes vidéos les pires. Les pires, j'ai pas encore fait des pires sur la DX. Effectivement. Mais il y a quand même quelques trucs à dire. Faudrait y penser, je pense. C'est vrai, faudrait que je me penche sur le sujet. Ouais. Super. Du coup, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler justement de la Generation X, mais en 2009. Donc leur dernier run en tant qu'équipe. On ne va pas parler de tout le clan en entier. Mais parce que c'est une période, justement, comme Pierre le dit, qui lui tient à cœur, mais moi aussi, parce que bon, là, c'est la période où nous avions à peu près débuté le catch. Donc, ça serait très intéressant de revenir sur les souvenirs qu'on a justement de cette période. Mais juste avant ça, Pierre, j'ai une question à te poser, juste avant d'arriver sur le vif du sujet. Qu'est-ce Mhm. que la DX, pour commencer? Qu'est-ce que la DX pour moi? Ce que représente la DX pour moi? Oui, oui, pour toi. La DX, c'est mon clan préféré. C'est ma tag team principalement préférée. J'ai toujours été un grand fan de la DX. Donc moi, on va en parler, mais la DX, quand je l'ai connue, c'est surtout à leur reformation en 2009, parce que c'est à peu près la période à laquelle j'ai commencé à regarder le catch. Et la DX m'a tellement fait rêver leur personnalité différente, leurs aptitudes in-ring, leur charisme de fou, leur humour, et puis le fait qu'ils étaient au-dessus de l'autorité, qui brisaient les règles, et c'était toujours un petit peu un clan rebelle qui m'a toujours plu, et aujourd'hui encore je suis un grand fan de la DX, ça représente beaucoup pour moi, et c'est pour moi la meilleure tag team de l'histoire de la WWE en tout point. Ah oui, carrément. Non, mais c'est des points qui s'entendent totalement parce que la DX, moi, c'est facilement dans mon top 3 de mes équipes préférées et clairement pas troisième. Et, Mm. euh, et ça tombe bien que tu parles de la partie rebelle de DX, puisqu'à la base, c'est un peu ça, hein. C'était vraiment un groupe de la fin des années 90, justement, qui s'est créé dans ce sens d'être contre l'autorité et qui était basé sur le politiquement incorrect. Du coup, c'est ce qui leur donnait un côté cool, surtout quand on était dans le contexte de l'attitude era, où vraiment c'était la période pour. De base, c'était Shawn Michaels le leader avec Triple H, Chyna et Rick Rude, qui n'est pas resté longtemps. Ensuite, Shawn Michaels s'est blessé. Du coup, il est parti en retraite anticipée. Et du coup, Triple H a pris le lead. Et derrière, il y a d'autres personnes qui ont rejoint. Il y a les New Age Outlaws, il y a X-Pac, il y a aussi Tori, qui est Tori.
peu importe. Du coup, ben, ils ont aussi eu leur run pendant l'année 98 principalement, avec une cool rivalité contre la Nation of Domination, rivalité dont j'ai parlé sur une vidéo sur la Nation justement. Et il y a eu une version 2000 qui entrait sur... comment s'appelle le groupe là? Ah, YMDMC, c'est ça? De quel groupe tu parles? Le groupe de rock qui faisait la musique de DX là, c'est même ton intro ou ta musique Ah de ouais, Run DMC, ouais. Run DMC, voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que tu as des choses à dire sur la DX de 2000? Bah, j'ai pas trop de préférence pour cette période de la DX. J'ai bien aimé le clan, la reformation, le départ malheureusement de Shawn Michaels pendant 4 ans et les nouveaux membres qui sont arrivés. J'ai trouvé ça très très cool, très très intéressant. C'était une version de la DX qui était très fun, très très cool. Mais pendant cette période en 2000, je sais qu'il y avait une rivalité contre Edge et Christian, une petite rivalité contre Edge et Christian que j'ai plutôt bien aimé. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même une période très fun et très originale de la DX, mais pas ma préférée. D'accord, très bien, surtout que là, on était en pleine période McMahon Levesque, puisque il y avait Triple H et Stephanie McMahon qui étaient en couple à ce moment-là, en tout cas, storyline parlant, même en vrai, j'ai envie de dire. Oui, Ils se exactement. marieront, ils se marieront plus tard, donc Stéphanie qui faisait aussi un peu partie de la DX. Du coup, ben, la DX, bon, est-ce que ça s'arrête du jour au lendemain? Je ne sais pas. En tout cas, en 2000, ça ne dure pas très longtemps. Et, et il y a une reformation. Il y a eu la rivalité d'abord entre Triple H et Shawn Michaels, grosse rivalité du début des années 2000. Et la DX se reforme justement en pleine rivalité entre Shawn Michaels et Vince McMahon, et avec Triple H qui s'associe à Shawn Michaels pour reformer le duo cette fois-ci DX. Quels sont les moments les plus marquants de cette période pour toi, mon cher Pierre? En 2006? Oui. Alors en 2006, bah tout simplement la rivalité contre les McMahons, c'était fantastique. C'est les périodes, je pense, les plus marquantes de la DX. La reformation face au comment il s'appelle ce clan, le Spirit Squad, le magnifique Spirit Squad. Et puis la rivalité contre les McMahon, c'est je pense actuellement les moments les plus repartagés encore actuellement qui me font toujours autant rire quand le Shawn Michaels et Triple H imitent à la perfection Shane McMahon et Vince McMahon, le coup du jet, le coup du camion de production, c'est vraiment la période qui représente l'ADX en mode contre l'autorité. Voilà, la DX qui brise les règles et puis qui donne envie un petit peu de se comment dire se faire représenter par eux parce que c'est deux personnes qui emmerdent, excusez-moi le terme, leur patron et puis qui n'ont rien à foutre de leur patron, rien à foutre de se faire virer et qui font des choses que beaucoup de gens ont rêvé de faire, c'est-à-dire faire un gros doigt d'honneur à leur patron. Cette période, je l'ai beaucoup aimé en 2006. C'était Ah oui, clairement, c'était la période de référence de la DX en tant que duo, et la réalité contre les McMahon, c'était clairement un truc dont on se souvient. En plus, il y a eu également la rivalité contre Rated RKO. Du coup, c'était une période où Edge et Randy Orton, surtout Randy Orton, se cherchaient un peu. Voilà. Et ils ont remporté les titres par équipe. Ils étaient en rivalité pour les titres contre la DX, où ils n'arrêtaient pas de se foutre de la gueule des deux vieux, on va dire. Bon, est-ce qu'ils avaient, ouais, ouais, ouais. est-ce qu'ils avaient encore 40 ans à ce moment-là? Je pense, hein. Ou Oui, peut-être s'en oui, approcher. facilement. Ils avaient la quarantaine, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, bon, ça les empêchera pas de botter le cul à Edge et Randy Orton. Et ils n'ont pratiquement jamais perdu de match hein, en 2006 quand même. Alors, Je crois qu'ils perdent la première fois contre Rated RKO, le premier match qu'ils font, il me semble.
Et après, il remporte, il y a un gros match au Survivor Series entre la Rated RKO et puis la DX, enfin la Team DX contre la Team Rated RKO. Et là, c'est une victoire écrasante. Mais je crois qu'ils perdent leur premier match. D'accord, d'accord, je note. D'ailleurs, ce segment de Survivor Series, ça me fait penser à un truc dont on va parler plus tard. Mais après DX, ça s'arrête justement parce que Triple H se blesse malheureusement et il y avait des plans pour que la DX remporte les ceintures par équipe à ce moment-là. Donc c'est malheureux pour Triple H et je pense que bon, on va parler du run plus tard, mais c'est vrai que c'était une occasion assez manquée. Surtout que mon Triple H était aussi promis à un gros push, une grosse mise en avant. Mais il a été remplacé par Shawn Michaels pour la rivalité contre John Cena et c'est Cena qui a pris la ceinture par équipe avec Michaels pour prendre la place du H. Mais bon, Malheureusement. la, la suite, on la Mhm. connaît. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on arrive sur le vif du sujet, mon cher Pierre? Moi, j'ai bien aimé cette rivalité contre la Rated RKO parce que je trouvais que c'était l'équipe parfaite pour rivaliser avec la DX parce qu'ils étaient aussi, Edge et Orton, je les adore, ils font partie de mon top également. Edge surtout, et je l'ai trouvé très très drôle. Donc les échanges entre les deux et limite la limitation, on en parlait tout à l'heure de Rated RKO qui imitait la DX et qui caricaturait dans un segment comme l'avait fait Triple H et Shawn Michaels avec les McMahon. Il y a eu la même chose du côté de Rated RKO quand ils sont déguisés en Michaels et Triple H, ce fameux segment où je crois que c'est Orton qui a un énorme nez pour Non, c'est caricaturer Edge, c'est Triple. Edge. C'est Edge. Ok. Edge. Oui, Orton il fait Michaels. Ouais, pardon. Ouais, ouais, Donc il Edge a simule un les deux, énorme Orton et nez. Edge à l'euro. Oui, oui, voilà, exactement. C'est un des segments que je regarde encore quand je tombe dessus et qui me fait encore mourir de rire. Donc je l'ai trouvé très drôle également, Rated RKO. Donc j'ai trouvé que c'était une rivalité qui était vraiment très très cool et c'était Hmm. parfait. Ça tombait au bon moment et c'était une tag team très cool. Edge et Orton et pour rivaliser avec la DX, c'était génial. Ah oui, clairement. De toute manière, ça sera le fil rouge de ce podcast. DX, c'était clairement le catch. Ça, c'est le divertissement, c'est le catch. C'est ça. Et, voilà. Et tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose, Pierre, avant Je suis 2009? sûr. Tu me poses une colle. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose blessure de Triple H. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Survivor Series. Dis-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, il se trouve que la DX soit réunie en 2008. En 2008? Oui, dans un Raw. Dont Shawn Michaels était en pleine rivalité contre Chris Jericho. Et Chris Jericho, il était associé à Lance Cage, dont on l'oublie souvent, paix à son âme. Oui, je me souviens très bien de cette rivalité. Oui. Et dans un Raw, il est revenu, il a ramené son pote Triple H qui était à SmackDown. Voilà, il a ramené pour former DX en one shot. Donc c'était vraiment l'entrée en mode DX, la tenue militaire, les X, tout ça. Voilà. Ah, j'avais pas de souvenir de ça. Je me souviens très bien de la rivalité Michaels Jericho. Hein. C'est quelque chose qu'on a vu en live justement sur mes live Twitch Génération Catch Attack et que j'ai adoré. C'était une très grande rivalité, mais je me souviens pas qu'il y a eu un one shot avec une reformation de DX. J'irai me faire ça juste après parce que ça m'intrigue. Non, parce que je suis tombé, moi non plus, je ne savais pas, je suis tombé là-dessus juste avant de l'enregistrement et je trouvais que c'était un bon point à souligner. Ah ouais, exactement. Ouais. Bon, maintenant qu'on a revisité un peu le passé de la D-Generation X, maintenant on va arriver en 2009, du coup c'est le sujet qui nous intéresse. D'où la question, Pierre, est-ce que tu as le contexte de la reformation de DX? Pourquoi, comment, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Euh, ça arrive? ouais. Alors, donc, Shawn Michaels s'était éloigné des rings à la suite de sa défaite contre l'Undertaker, si je dis pas de bêtises. Le meilleur Euh, match de l'histoire du catch à WrestleMania 25. voilà, exactement. Je Je ne suis suis pas tout à ouvert au fait débat. d'accord.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, Shawn Michaels s'était un petit peu éloigné des rings pendant quelques mois, donc WrestleMania en avril, jusque l'avant SummerSlam, donc on va dire pendant 2 ou 3 mois, je sais plus. Et Triple H était en galère, si je puis dire, contre puisqu'il faisait face à la Legacy, donc enfin Priceless, comme on les appelait au Cody début, Rhodes et Ted DiBiase. sans Andy Orton, voilà. Cody Rhodes et Ted DiBiase, qui s'appelait Priceless à l'époque, qui faisait la misère à Triple H. Et Shawn Michaels s'était reconverti en cuisinier. On se souvient de ce segment mythique à Monday Night Raw où Triple H cherche Shawn Michaels, Euh, cherche d'ailleurs, à... D'ailleurs, excuse-moi de te couper, Pierre, mais mais il y a un truc que j'aimerais souligner aussi par rapport à ce contexte, c'est que c'est suite à un match handicap justement contre Cody Rhodes et Ted DiBiase où Ouais, Triple H se fait clairement casser la gueule, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Et il est complètement sonné. Il dit que, ouais, vous êtes trop nombreux contre moi. Il est temps pour moi de ramener mon propre gang, de ouais. passer un one phone call, one phone call. Et je crois qu'à la fin, il sort la cache fraîche de DX que si ça vous dérange, I got 2 words for you, suck it. Et la semaine suivante, du coup, la chasse à Michaels. C'est Pourvu que ça, je te laisse continuer exactement. à compter. C'était l'un de mes moments favoris de cette période-là. Donc il y a un Monday Night Raw où tout le fil rouge de l'épisode du show, c'est Triple H qui recherche Shawn Michaels. Donc d'abord il lui passe un coup de fil, il n'arrive pas à le trouver et il se retrouve par hasard dans une cafétéria d'entreprise aux États-Unis un peu paumé et il cherche Michaels et c'est tout le fil rouge de l'épisode et je m'en souviens par cœur. Il va le chercher et puis Michaels, il se trouve que Michael s'est reconverti en cuisinier dans une entreprise, dans une vulgaire cafétéria. Et Triple H va essayer de le convaincre de revenir sur les rings, de remettre les bottes pour l'aider à faire face à Priceless, à Ted DiBiase et Cody Rhodes. Michaels ne veut pas. Michaels, au début, il refuse de remonter sur le ring face à sa défaite contre l'Undertaker. Et puis finalement, au fur et à mesure, Triple H, bien sûr, arrive à convaincre Shawn Michaels. Et s'en est suivi de grandes choses et leur reformation en 2009. C'est ça. En tout cas, le switching music sur le boss et sur la petite fille à jamais dans mon esprit. Exactement. Exactement. La petite fille qui est d'ailleurs Georgine Grace. Ah, c'est avéré finalement? J'avais C'est cru que c'était un oui. troll. Non, je crois que c'est pas du tout un troll. Ou alors je me trompe complètement et on va me tomber dessus, mais j'avais vu quand justement je voulais le faire en live que c'était bien Jordan Grace. Alors, Ah ouais. est-ce que c'est une intox ou pas? Mais dans ma tête, oui, c'est le cas. Et Ah, oui, ce c'est vrai que fameux, c'est une sacrée dinguerie, hein. oui, c'est fou. Oui. Et ce switching music, ouais, contre le boss qui en fait voir de toutes les couleurs à Shawn Michaels et contre la petite fille qui aussi est une peste dans ce restaurant là. Michaels qui jette la toque, qui fout le feu à la cuisine et qui accepte l'offre de Triple H et, euh, et reformation de la DX à cet épisode en vue de SummerSlam 2009, qui est un très grand SummerSlam pour leur match contre Rhodes et DiBiase. Ah oui, clairement. J'ai d'ailleurs bien aimé le retour de Dix. Enfin, aimé entre guillemets. Ça m'a marqué, on va dire. Non, parce que c'était aussi le fil rouge. Je pense que c'était le dernier ou avant SummerSlam, où tu as Triple H et Shawn Michaels. Ils ont quelques interactions backstage, comme par exemple avec Santino Marella qui n'avait rien demandé. Shawn Michaels lui font un switching musique gratuitement. Tu as, tu as Triple H qui pose une poubelle sur Gillian Hall. C'est qui Gillian Hall? Ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci, hein. Ensuite, ils, ils font une promo sur le ring. Voilà, ils sortent toutes leurs catchphrases. Et tu as Triple H en mode Ah, you ready? Même avant qu'il ne termine sa phrase, tu as seulement Cody Rhodes et Ted DiBiase qui les attaquent pour gâcher le retour. Ah, à cette époque-là, j'étais vert, hein. Vraiment. Moi Mm. aussi, c'était fou quand même. C'était un retour réussi du clan après 3 ans et un
très grand retour et pour moi leur retour le plus réussi et pour moi leur run le plus intéressant en tant que tag team. Ah oui, clairement. Après, bon, nous sommes peut-être un peu biaisés parce que, bon, on l'a vécu. Bon, après, ça doit jouer, hein. Mais la DA de DX, j'ai bien aimé parce que, bon, bon, de toute manière, tu as les tenues militaires, les signes de DX, les Titantron. Et j'ai bien aimé aussi les bâtonnets fluorescents, là, avec le X. C'était Ouais. cool. Ouais, c'était une bonne façon de vendre du merch. Ah oui, très stylé. Les petits bâtonnets verts en X et puis les tenues militaires, la DX Army. Hmm. C'était trop cool. Et les t-shirts, et tout le merch qui a été fait en 2009 était vachement cool. Ah oui, clairement. Bon, ben, Pierre, je vais en profiter pour faire la pub de ta chaîne Twitch, hein, puisque chaque semaine, pratiquement, tu faisais une soirée de nostalgie avec les pay-per-view de la génération Catch Attack. Du coup, ben, je t'offre le tapis rouge pour que tu nous parles un peu de la rivalité contre Cody Rhodes et Ted DiBiase, du moins les matchs des X contre Priceless. Et ben donc j'en étais à la reformation de la DX donc 2009 avant SummerSlam. Donc Michaels accepte l'offre de Triple H et puis gros retour à SummerSlam 2009. Shawn Michaels et Cody Rhodes, non, n'importe quoi. Shawn Michaels et Triple H affrontent Cody Rhodes et Ted DiBiase. Parlons d'abord de l'entrée. Ouais, incroyable quand même, tu vois, Et seulement oui, toute une armée qui s'amène, les et tirs de oui, mitraillettes, et les mecs ils ont 30 ans. c'est ça, Non, ça c'est exactement. vraiment très magnifique. Pour moi, c'est l'une des plus belles entrées de l'histoire. Pour moi, c'est la reformation du clan après 3 ans. Donc, tout le monde l'attendait. C'était le moment le plus attendu de ce SummerSlam 2009. Et cette entrée fantastique. Donc, on entend d'abord le Are You Ready? Et on voit des militaires qui arrivent, qui tirent avec des feux d'artifice avec leurs mitraillettes. Très, très bien fait. Et puis, le bruit d'hélicoptère, le tank qui arrive, et puis la DX sur ce fameux tank. Cette entrée est fantastique. Si vous avez Incroyable. raté ça, n'hésitez pas à aller voir au moins l'entrée de la DX parce que c'est leur plus belle entrée et c'est une des entrées qui me fait le plus kiffer. On se l'était fait en live justement il y a quelques mois sur Twitch et on avait tellement kiffé. C'est génial et je me la refais régulièrement. C'est trop. Et donc, la DX affronte Ted DiBiase et Cody Rhodes à SummerSlam. Et puis, bien évidemment, la DX, pour leur match de retour, gagne le match contre Ted DiBiase et Cody Rhodes. La rivalité continue à Breaking Point, qu'on s'était fait également en live. Donc, un Submission Comes Anywhere match, parce que, on le rappelle, Breaking Point, pardon, est un pay-per-view qui a eu lieu qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises, et qui était euh, le concept, c'était que c'était des matchs uniquement de soumission, donc soit des submission matchs, soit des high queen matchs, un pay-per-view assez original. Ah, c'est assez Et dommage qu'il cette n'en ait pas refait. J'aimais bien le concept. Ouais, j'aimais bien le concept. C'était assez original, oui, c'était cool, mais bon, ils l'ont pas refait. Bon, après, je suis pas trop fan des pay-per-view à stipulation. Et après, Voilà. au vu de ce qu'on aura dans les années suivantes, c'est vrai que bon, ça sera Oui, relou à force. oui, les TLC, les Hell in a Cell, les Elimination Chamber, les Breaking Point, ça m'embête un petit peu. Je préfère des gros matchs, des matchs à stipulation. Je préfère que ça arrive de manière Naturel et naturelle et pas forcée chaque année, quoi. Mais pay-per-view très intéressant, hein, si vous l'avez pas vu, Breaking Point 2009. Et Triple H et Shawn Michaels affrontent de nouveau donc Ted DiBiase et Cody Rhodes dans un submission Count Anywhere match. C'est comme un Falls Count Anywhere, sauf que c'est des soumissions. Et Triple H se fait tabasser juste avant le match. Et de ce fait, Ted DiBiase et Cody Rhodes peuvent s'en prendre à 2 contre 1 contre Shawn Michaels et ils remportent ce match. Ted DiBiase et Cody Rhodes, Priceless remportent le match contre la DX. C'est, je pense, la seule victoire de Priceless face à la DX à Breaking Point. Et leur dernier match, ce sera lors de Hell in a Cell. Grand Hell in a Cell. Enfin, très intéressant. effectivement, c'était
un Boy in Nacelle aussi où il y avait également une construction similaire où il y avait les attaques avant le match. C'est ça. Ils s'enferment tous les deux contre Shawn Michaels avec Triple H qui est à l'extérieur. Et vraiment, la psychologie et ce qui a été raconté, c'est fut très intéressant, surtout bon, avec Shawn Michaels, avec son selling et son talent aussi. C'est On ne ça. pouvait pas attendre moins de sa part. Et à la fin, Triple H arrive à rentrer. En fait, c'était C'est plus ça, un avec, match avec entre une Shawn pince. Michaels et Legacy, j'ai l'impression. Oui, oui, exactement. Ils ont mis de côté comment dire, la qualité du match pour le storytelling, ce qui est quelque chose d'intéressant quand même. Donc, ils ont Legacy, enfin, Priceless réessaye de nouveau de s'en prendre à Shawn Michaels en s'enfermant dans la cage avec lui. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas puisque Triple H arrive à rentrer dans la cage, arrive à reprendre le dessus. Les deux arrivent à reprendre le dessus contre Legacy. Et Et il se c'est leur venge en enfermant Ted DiBiase à l'extérieur. Coup ouais. de marteau, switching music et victoire de la DX. C'est ça, grande victoire, grand match. C'était très cool et c'était une bonne rivalité entre les deux équipes. Ah oui, clairement. Et juste avant d'enchaîner, quel a été ton match préféré de cette rivalité parmi les trois de la trilogie? Oh, SummerSlam quand même, parce que c'est le match de retour et c'est c'était un très bon match comparé aux deux autres qui ont été un petit peu, pas bâclés, mais qui ont été un petit peu originaux dans leur construction. Celui de SummerSlam était un vrai bon match de catch, même si c'était un passage à tabac de Legacy. C'est celui que j'ai le plus préféré. Et puis évidemment, vu que c'est le match de retour, vu que c'est l'entrée mythique de la DX, je vais choisir celui-là sans hésitation. Oui, oui, c'est un argument qui se comprend. Moi, personnellement, j'ai préféré le match de Breaking Point. C'est le match qui m'a le plus marqué, je vais dire. Il est très cool aussi. Ouais. Mais est-ce que cette rivalité n'aurait pas, on va arriver au sujet qui fâche, est-ce que ça n'aurait pas enterré les deux membres de la Legacy? Bah, je ne pense pas, parce que au final, Ted DiBiase n'était pas voué à faire une grande carrière. Après, c'est toujours délicat d'être objectif parce que j'aime énormément la DX et puis Legacy, bon, je porte pas forcément dans mon cœur. La Legacy avec Orton, c'était génial, mais Ted DiBiase et Cody Rhodes étaient plus là pour moi hein, en tant que sbire de Randy Orton et pour mettre en avant Randy Orton plus qu'un véritable clan. Donc, je pense pas que ça les a enterrés parce que de toute façon l'équipe était pas chez Ted DiBiase, Cody Rhodes n'était pas une grande tag team. Après, ils ont fait un bout de chemin dans leur carrière respective, ça n'a pas marché forcément tout de suite, mais l'équipe en tant que telle, je sais pas s'ils ont été enterrés. C'est une bonne question. Pour moi, c'était pas fantastique l'équipe, donc il fallait quelqu'un pour être là, pour mettre en avant Triple H et Shawn Michaels pour leur retour. C'est tombé sur la Legacy, donc je pense pas que finalement il y a eu vraiment qu'ils aient vraiment été enterrés. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour ma Ah, part, je pense. c'est une bonne réponse, mon cher Pierre, parce que moi aussi, je ne pense pas que la rivalité ait enterré la légation en elle-même, parce que ça les a quand même légitimés quelque part. Déjà, avoir eu une grosse rivalité contre deux vétérans que sont Triple H et Shawn Michaels, c'est déjà gagné. Et on a surtout Ouais, montré qu'ils ont quand même une certaine crédibilité face à eux. Parce que déjà, de bien un, sûr. ils ont gagné un des matchs. Bon, c'était pas le match final ni le premier, mais au moins, ils ont eu une victoire sur eux. Et en plus, c'est pas sans mal non plus. Ça montre quand même que ces deux jeunes qui ont quand même une certaine stratégie, mais c'est l'expérience et le fait que ce soit Triple H et Shawn Michaels aussi en face qui fait qu'au final, c'est eux qui gagnent logiquement la rivalité. Mais sinon, je trouve même que Cody Rhodes et Ted DiBiase en sortent quelque part grandis. Bien Bon, sûr, ils ont été bien mis en avant dans cette rivalité. Déjà, ils ont eu le dessus contre Triple H avant la reformation, et puis ils ont quand même gagné un des trois matchs, et ils ont eu le dessus sur le dernier match pendant une bonne partie également. Donc, je trouve que ils ont été quand même plutôt mis en avant lors de cette rivalité. voilà, ça, et ils ont montré qu'ils restaient deux jeunes qui ne devaient pas être sous-estimés. Après, bon, la suite de leur carrière, ben, ça a surtout montré vraiment qui était vraiment quoi, qui était celui qui était amené à avoir une grande carrière et qui était le nulard parmi les deux. Mais sinon, c'est pas la Bien sûr. rivalité contre la DX qui a défini cela. Non, c'est sûr.
Ah ouais. Non, non, mais non, je pense pas qu'ils aient été enterrés. Et puis après, voilà, celui qui, comme tu l'as dit, devait réussir a réussi. Et puis, je pense que, mine de rien, pour des catcheurs jeunes comme Ted DiBiase Junior et Cody Rhodes, c'est quand même quelque chose de fou d'être en rivalité contre la DX, qui est l'une des plus grandes tag teams de l'histoire de la WWE. Ah oui, clairement. Et juste après cette rivalité, ils entrent dans un programme contre Jericho, hein, la meilleure équipe de l'année 2009. Et, Oui, grande équipe. et d'ailleurs, au vu du contexte, ce contexte est un peu random, c'est bizarre. Parce que bon, c'était l'époque où il y avait des guestos, hein. Du coup, il Ouais. y avait Jericho qui confrontait Ben Roethlisberger. C'est qui Ben Roethlisberger? Je ne saurais te dire, hein. Même en Amérique aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sauront me lire. Mais DX, visiblement, ils sont arrivés pour faire les justiciers. Et ils ont eu un match contre Jericho qu'ils ont gagné. Donc, c'est là que la rivalité part. En plus, qu'on était en période de bragging rights où c'était Raw contre SmackDown, donc les DX étaient capitaines. Jericho était capitaine de SmackDown, mais Big Show était à Raw. Donc, il était dans l'équipe de Raw, bien évidemment. Et ils ont eu aussi, ils ont eu plusieurs matchs avec Jericho, plusieurs combinaisons de matchs, mais qui, où ça n'allait pas plus loin en fait, puisque la rivalité a duré juste pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à ce qu'on arrive à Bragging Rights. Du coup, le match, c'était comment? Mais juste avant que tu me dises comment était le match par équipe de Bragging Rights, j'ai envie de dire que quand tu vois l'affiche, le roster de Raw, je suis pro SmackDown, hein, mais le roster de Raw avait clairement celui de SmackDown, on est d'accord. Rien Oui, oui, qu'en termes oui, d'affiche. oui, oui, clairement. Je suis le roster d'Euro. Je suis pro SmackDown également, surtout à cette époque, mais le roster d'Euro était clairement supérieur. Ouais. Ouais. Ah oui, Puis Bragging clairement. Rights, c'était un pay-per-view très très cool que j'aimerais bien revoir. Hmm. Du coup, le match, il était comment? Bon, moyen, sympa, atroce. Bah, c'est pas, honnêtement, c'est pas le moment de la DX dont je me souviens le plus. Je me souviens surtout des Survivor Series, Hmm. du match triple menace, et puis après de TLC quand il remporte les titres tag team. Mais Bragging Rights, c'est pas un match qui m'a profondément marqué. Ah oui, ça, je comprends totalement, hein, surtout que, bon, l'équipe de SmackDown gagne parce que le Big Show turn sur son équipe. Voilà, hein, bon, c'est Big Show, Big on a Show qui l'habitude. turn, non, 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 mais je veux pas y croire, je refuse. Ah oui, c'est incroyable, n'est-il pas? Et, Incroyable. et d'ailleurs, dans la construction de Bragging Rights, j'aimerais un peu dénoncer quelque chose. Parce que j'avais déjà donné un indice tout à l'heure quand on parlait du DX en 2006. Le H, parce que là, je vais l'appeler H. Il y a une promo où les équipes d'Euro, bon, l'équipe d'Euro est dysfonctionnelle parce que la logique WWE veut que l'équipe la plus dysfonctionnelle gagne forcément contre l'équipe la plus soudée. Il faudra m'expliquer la logique aussi. Et tu as Kofi Kingston qui avait ça, gimmick jamaïcain, qui était en mode que du calme, les gars, on est l'équipe d'Euro, on doit se serrer les coudes. Détendez-vous, man. Et tu as Triple H derrière qui est là en mode que, attends, Kofi, où est passé ton accent? T'es pas censé être jamaïcain, là, ce race-là, là. Exactement, oui. Ouais, ouais. Grand moment Comment de l'année. enterrer une gimmick? En sortant du Ouais, c'est quatrième clair. mur, voilà, merci Triple H, hein. On a vu en 2006, tu avais fait la même chose à Kane à peu près, hein. Je sais pas si tu as te dit un truc, bon, Kane qui reprochait à Triple H l'histoire avec Kate Tivik, une rivalité qu'on aimerait tous oublier et que beaucoup de gens ont oublié. Et Triple H, il a juste sorti, désolé mec, voilà, pour tout de ça. Du coup, bon, parenthèse étant passée, on va passer à la période Survivor Series. Du coup, dans cette période de Survivor Series, on a d'abord le roster de Raw. Je ne sais pas si tu t'en rappelles qui se venge du Big Show, parce que je ne sais plus qui était le Gastos à ce moment-là, mais il a été décidé un Lumberjack match entre Triple H et le Big Show. Et là où que Jericho a littéralement lâché le Big Show. Et tu vois seulement tous les bûcherons qui, qui montent sur le ring et qui tabassent ce Big Show, se défend comme il peut, hein, qui leur balance tous leurs finishers. En plus, Sina est arbitre spécial. Donc, c'est un tabassage en bonne et due forme.
une bonne vengeance envers le Big Show. J'ai plus beaucoup de souvenirs de ça, mais il a bien mérité le Big Show avec tous ses turns, Ah, espèce de méchant. ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et du coup, oui, il se passe pas grand-chose pendant la rivalité. Juste, on a justement le Raw au Madison Square Garden avant les Survivor Series, où il y a certainement l'un des plus grands matchs par équipe de l'histoire d'un weekly. Hein. T'es d'accord? Oui, bien sûr, évidemment. Avec DX, Jericho, Cena, Undertaker, où les entrées durent plus longtemps que le match, mais ça reste quand même l'un des plus grands matchs par équipe qu'il y ait eu dans un weekly. Ça, c'était super. Et du coup, le Survivor Series, on a Cena contre la DX pour le titre WWE dans un excellent match. En plus, le point le plus marquant, bon, c'est on l'a tous en tête, Shawn Michaels qui met un switching music sur Triple H devant Cena Oui, qui est, exactement. La cloche qui sonne et le switch-in musique de Shawn Michaels sur Triple H directement, c'était fou. voilà, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres moments marquants dans le match, les ont vu récemment? Non, c'était un très bon match. Bah, c'est vrai que je l'ai fait la semaine dernière, les séries 2009. Au moment où on Oui, la semaine enregistre, dernière. je précise. Oui, voilà. Au moment où on enregistre, je l'ai fait la semaine dernière en live Twitch, dans une soirée catch attack, et c'était un très bon match. C'était un très très bon match. Et je me enfin, ça rappelle que commence. tu as bien complimenté John Cena hein, dans ce match-là. C'est Ça vrai, n'arrive pas tous c'est les vrai. jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Ouais. J'ai trouvé que c'était un bon match et puis que j'ai complimenté John Cena, mais il faut le dire quand c'est bien. Voilà. Comme on l'a vu à SummerSlam de l'année 2025, où John Cena a fait pour moi l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Il m'arrive de complimenter John Cena, bien que n'étant pas fan de Cena, il m'arrive de le complimenter quand c'est bien. Ah oui, clairement. Entre le 14 août 2025 et le 20 août 2025, Pierre Luc reconnaît enfin que John Cena est un GOAT. Ça doit être Non, une fête j'ai pas dit ça. nationale. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était un excellent match contre Cody Rhodes à Ouais. SummerSlam et que c'était l'un des. Cena m'a impressionné parce que c'était l'un de ses meilleurs matchs que j'ai eu. Mais voilà, il y a du positif. Effectivement, effectivement. Et juste dans cet intervalle de temps, justement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que derrière, il y a Hornswoggle qui essaye d'entrer dans la DX, hein, il veut faire partie du groupe. Oui, sûr. Euh, tu as Triple H, Shawn Michaels qui se fout un peu de sa gueule, jusqu'au jour où il y a une espèce de feinte, et Triple H met un pedigree à Hornswoggle. Je crois que c'était au Madison Square Garden aussi, hein, j'ai plus trop souvenir du gros exact, mais en tout J'ai cas, plus de souvenirs mais de quand c'était, mais oui, c'est possible. c'était période Survivor Series. Et par la suite, on a eu le fameux tribunal des petits. Ah oui, ils se sont fait convoquer par un mini avocat. Ils sont allés pour un mini procès dans un mini tribunal qui se trouvait sous le ring. C'est Genre les fou ça. deux, Hein. genre les deux ils vont sous le ring et waouh, magie, grande pièce avec tous les bon, on peut pas dire le mot, je vais dire tous les petits. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Little People's Court, ça s'appelait, ouais. Voilà. Que des personnes de petite taille. Je sais pas si ça passerait actuellement encore Je aujourd'hui ne pense pas, je ne pense pas. en live, mais c'était très drôle. Ouais. Après, on était en début de PG era, donc Ouais, c'est vrai qu'ils pouvaient se le permettre à ce moment-là. En plus, à la fin, ils se oui, font c'est ça. courser par tous les petits. Oui, Et bon, de toute manière, ça va bien finir puisque Hornswoggle finira par être la mascotte de DX de toutes les façons. voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà, la parenthèse étant passée, on revient aux affaires, hein, Jericho, DX, les deux meilleures équipes de cette période-là. Du coup, qui s'affrontent dans un match TLC. Le TLC, ce qui était sympa, c'était pas grandiose, mais c'était sympa. Je me, Ça, ra- c'était plutôt cool. je me rappelle surtout du, du switching music sur le Big Show qui avait Jericho sur les épaules. Du coup, Jericho qui tombe à l'extérieur du ring, mais sur le sol, alors qu'il devait atterrir à travers la table. Donc, un beau petit Oui, fail, plus de peur que de mal, mais où à la fin, des X remportent enfin les championnats par équipe. Donc, chose qu'on attendait depuis 2006. c'est ça. Enfin, la victoire et puis
Les titres tag team à TLC. Ouais, ouais. Et il était temps pour la consécration. Et du coup, comment tu t'as trouvé le règne de DX pendant cette période? Oh, bah, plutôt sympa. C'était assez agréable de voir DX avec les titres tag team. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Après, si je dis pas de bêtises, ça n'a pas duré longtemps. Oui. TLC, c'était en fin d'année. Il me semble que ils perdent les titres au bout de, je sais pas, 3 mois, 2 mois, je sais Ben, plus. ils perdent quelque part en février, il me semble. Mais c'est vrai que leur règne Ouais, était sympa, il n'y a rien de marquant en soi, mais ça restait quand même sympa. Ils ont eu des petits programmes avec la Strategy Society et la Hard ouais. Dynasty, ça s'arrête là, hein. Mais la rivalité aussi avec Jericho, enfin plus avec Chris Jericho a continué. Et surtout, la manière dont ça se termine, ça m'a fumé quand même. Parce qu'ils ont droit à un rematch. Tu as Jericho et Big Show, du coup, puisque Jericho n'est pas un mec de SmackDown, donc histoire de repêcher sa place à Raw. Le match se passe et ça ne dure même pas 2 minutes, hein. Du coup, oui, c'est contre Big Show et le Miz. Non, non, Chemise. non, non, c'était contre Jericho. Là, c'était en début d'année. Du coup, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ce match-là? Ah non, je me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviien du match contre Chemise, mais pas ça. Non. Ben, ouais, je vais te dire ce qui se passe. Les X poussent l'arbitre, disqualification. Jericho gagne par Ah ouais. disqualification, DX conserve les titres. Donc, Jericho se fait dégager par le roster habillant DX. D'accord. J'avais aucun souvenir de ça. Donc, voilà un peu le petit moment fun. Il y a eu aussi un truc avec Mike Tyson. Jericho qui a fait équipe avec Mike Tyson contre DX. Mike Tyson qui le trahit parce que lui, c'est un mec de DX original. Voilà, on le sait. Et du coup, ben, ça s'arrête là. Et sinon, avant de revenir sur la perte de leur titre, il s'est passé des moments importants. Déjà, en commençant par les Slammy Awards, avec Shawn Michaels qui remporte le trophée du meilleur match de l'année, voilà, contre l'Undertaker, hein, évidemment, hein. Bien sûr. Il devrait même avoir un deuxième trophée de meilleur match de tous les temps. Mais bon, De tous ça, les temps, évidemment. c'est notre avis. Et Shawn Ouais. Michaels en profite pour faire une promo pour dire qu'il aura sa revanche sur l'Undertaker et ça va commencer par le Royal Rumble. Du coup, Pierre-Luc, est-ce que tu es d'accord comme moi pour dire que le Rumble 2010, ça fait partie des meilleurs Royal Rumble de l'histoire? Moi, je le mets en top 3, il n'est pas troisième. Oui, 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 oui. Très grand Royal Rumble. Après, est-ce que je suis objectif? Je ne sais pas parce que ce que je retiens surtout du Royal Rumble 2010, c'est l'exceptionnel retour de Edge, qui est l'un de mes catcheurs préférés de l'histoire de tous les temps, dans mon top 3, pas troisième. Mais oui, oui, très grand Rumble. Ouais. Et surtout avec le parcours de combattant de Shawn Michaels qui trahit quand même son coéquipier Triple H, hein, Switching Music qui l'élimine Ouais, et il se fait un peu éliminer bêtement, hein, mais ça, c'était tellement naturel aussi qu'on avait de la peine pour lui. Il commence à pousser les arbitres. Je crois qu'il y a un c'est Switching ça, Music c'est ça. 2 Grosse conserve. rage de Shawn Michaels qui commence à mettre des switch in music à tout le monde parce qu'il est frustré de pas pouvoir aller à WrestleMania. Voilà, c'est ça. Et du coup, on arrive vers l'Elimination Chamber où justement, c'est la période où ils perdent les ceintures par équipe. Donc, je te laisse enchaîner là-dessus. C'est ça, oui, oui. Je sais plus si c'est avant ou après le Chamber. Ils le perdent à Raw, hein, il me semble pas dans un oui, pas dans un Et PLE, dans un pas dans row, un oui. pay-per-view. Oui, oui, ils le perdent à Raw contre Big Show et The Miz, donc Show Miz. Et puis voilà. J'ai pas de grands souvenirs du match en lui-même, mais je me souviens du moment où ils perdent malheureusement leur titre quelques mois après l'avoir remporté. C'est ça. Et c'est là où Shawn Michaels, le même soir, qui vient négocier avec Teddy Long pour l'inclure à SmackDown, le mettre dans l'Elimination Chamber. Comme ça, il projette de prendre la ceinture poids lourd et comme ça, il pourra réaffronter l'Undertaker à WrestleMania. Et t'as Triple H qui est en mode à quoi tu joues là? On vient de perdre des titres. En plus, c'est vrai que Shawn Michaels a indirectement coûté les ceintures par équipe, par abus d'orgueil. Et Shawn Michaels lui répond simplement, My career is over. Switching music sur Theodore Long et il se bat. Ouais, Donc, ouais. je peux dire, bon, j'ai plus l'exact souvenir de ce qui se passe après, mais je pense qu'à partir de là, ce fut
vraiment là, c'est là que le run de DX s'arrête, pour être exact. En tant C'est que ça exactement. Le run s'arrête officiellement lorsque, enfin officiellement, il n'y a pas eu de fin officielle, mais lorsque Shawn Michaels veut absolument sa revanche contre le Taker et qui se projette d'aller à WrestleMania. Donc c'est là petit à petit malheureusement la fin du run de DX. Voilà, c'est ça. On peut dire que officiellement ça s'arrête quand Shawn Michaels perd à WrestleMania 26, c'est qu'il doit prendre sa retraite. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Voilà. Du coup, Pierre, bon, je vais te reposer la question. Je sais plus si je te l'ai posée au début, mais qu'as-tu pensé de ce run en 2009? Donc pour toi, c'est le plus gros, c'est le meilleur run de DX en tant qu'équipe par rapport à Bah DX. oui, bien sûr, je vais prendre des pincettes parce que évidemment, pour moi, tous les runs de DX sont grands et puis pour moi, toute l'histoire de la DX est géniale. Toutes les périodes de la DX sont cool. Et pour moi, c'est un sans faute quasiment, sauf un fameux match en Arabie Saoudite on va éviter de mentionner, mais le run en 2009, c'était très cool parce que justement, je l'ai vécu en live et j'avais vu à l'époque, hein, je regardais le catch depuis 3 ans, j'avais vu ce qu'était la DX par le biais de documentaires, de vidéos YouTube et tout ça, mais j'avais jamais vraiment vécu la DX en live toutes les semaines et les voir se reformer pour SummerSlam et cette époque de la DX qui était vraiment très cool avec leurs entrées fun et puis ça se voyait qu'ils prenaient du plaisir et c'était très drôle chaque semaine. J'attendais que ça pendant leur run 2009-2010 de chaque semaine de voir la DX parce ils me faisaient rire, ils prenaient du plaisir, ils étaient cool, la rivalité contre la Legacy était vraiment très très bonne. Le petit passage avec Hanso Girl, c'était fun également et j'ai beaucoup aimé cette période de la DX parce que pour moi, Shawn Michaels et Triple H n'avaient plus rien à prouver. Ils avaient tous les deux une immense carrière derrière eux et ils étaient un petit peu à un moment de leur carrière très 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 cool. Bon, pour Shawn Michaels, c'était le début de la fin, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce run de la DX. Il me tient à cœur particulièrement. Je vois, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre, parce que c'est vrai qu'il y a cette partie aussi où on a souvent tendance à préférer les périodes qu'on a vécues pour la simple et bonne raison qu'on l'a vécu Bien et sûr. qu'on a moins de recul par rapport à ce qui nous a précédé, par exemple. Et je voudrais rajouter un truc aussi, c'est que ce run est super aussi pour la simple et bonne raison que ça complète en fait l'histoire que la DX n'a pas pu terminer en 2006, puisque là ils Oui. ont quand même leur petit run par équipe, ils ont des rivalités, de très bonnes rivalités, des programmes sympas. Donc c'est vrai que j'ai aussi tendance à préférer ce run de 2009. Même s'il y en a qui vont, il y a les anciens qui vont dire que ouais, DX c'est nul, etc. Que c'est pas la DX de la fin des années 90, leur humour est enfanté, etc. Mais il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus à L'époque la est Attitude-Era, en différente. fait. Voilà, ce sont Bien des sûr, époques l'époque différentes. est totalement différente. Ouais. Du coup, évidemment, ils vont faire des trucs plus soft et en plus, c'est des trucs qui sont efficaces. Donc, je peux comprendre qu'on préfère ce qui s'est passé avant, mais jusqu'à dire que c'est nul, je ne suis pas d'accord sur ce point-là, en tout cas. Non, non, c'est pas nul du tout. C'est une DX PG, c'est une DX qui a su s'adapter à leur époque et qui savait quand même nous faire rire, même dans une époque PG. Et alors évidemment, ils avaient moins de liberté que pendant l'Attitude Era où ils montraient leur cul et ils pouvaient faire des doigts d'honneur et dire des insultes toutes les deux phrases. Mais ils ont su quand même s'adapter, nous faire rire et c'était quand même une DX qui était pour moi très très fun, bien que différente de l'époque Attitude Era. Voilà, c'est tout à fait ça. Tu vois, on est d'accord, Pierre. Tu vois que j'ai pas des avis cataclysmiques, comme tu dis dans tes streams chaque semaine. Eh ben, c'est vrai que des fois, je suis d'accord avec toi, Lunatique. C'est pas souvent, mais des Ah, fois, oui. voilà, T'as des avis qui c'était pas sont compliqué. t'as des avis qui sont très controversés pour beaucoup de choses, mais que je respecte parce que bien souvent, je te le dis, c'est comment dire cohérent la plupart du temps, évidemment. Mais en tout cas, sur la DX, on est d'accord. Donc voilà, on a un terrain d'entente. Alors, t'inquiète, t'inquiète, je t'inquiète.
Du coup, ben, l'après DX, bon, l'après, c'est juste le fait qu'ils fassent souvent des apparitions ensemble, qu'il y a souvent des entrées nostalgiques, des réunions de C'est DX ça. par-ci par-là avec le reste de leurs potes, hein, sauf China. Oui, 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 voilà, de temps en temps, des petites réunions. Je me souviens du Raw, c'était le 25e anniversaire de Raw, je sais plus. Oui, c'est Le ça. Raw qui est, oui, 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 où on les revoit faire leur entrée, puis se faire kiffer, puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça pour faire popper la foule. Ils étaient tous réunis, hein, sauf China, hein, on se demande bien pourquoi. Voilà. Oui. Ensuite, ensuite, ils ont aussi participé à ce qui devait être l'un des pires matchs de catch de tous les temps. Mais bon, on va pas en C'est parler. ça. On va C'est pas en ça, c'est parler. ça. C'est pas canon. C'est Ils ont ce canon. palmarès-là. Oui, c'est pas canon. Je refuse de prendre ça en compte, ce fameux crown jewel dans l'histoire de la DX. Voilà, du coup, la fin de DX est. Non, en fait, DX existe toujours, même encore aujourd'hui, Pierre. On est Bien d'accord. sûr. Parce que, bien que n'étant plus vraiment à l'écran, les deux potes de DX sont encore aux rênes de la compagnie, puisque évidemment, Michaels gère parfaitement NXT et Triple H gère Raw et SmackDown. Donc Moins DX parfaitement. en booker. Moins parfaitement, mais DX en tant que booker maintenant. Voilà, c'est ça. C'est quand même paradoxal de se dire que un clan dont l'identité est basée sur le politiquement incorrect et la transgression des lois et le manque de respect, la rébellion contre l'autorité. Et ils sont devenus Aujourd'hui, l'autorité, ouais. c'est l'autorité, c'est eux qui C'est contrôlent fou. la compagnie. C'est assez paradoxal de se dire ça quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez marrant de se dire que oui, ils étaient contre l'autorité, maintenant ils le sont devenus. Voilà, c'est ça. On passe d'insulter les boss à montrer leur queue à l'écran. À, voilà, on les voit maintenant costumés, tout polis, voilà, politiqués. Mais Exactement. voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, on a fait le tour hein, sur le sujet. Voilà. Et du coup, Pierre, ça me permet de te poser la question. Qu'est-ce que tu as pensé du déroulement du podcast? Est-ce que tu as bien aimé le déroulement, les échanges qu'on a eus? Est-ce que tu as des remarques ou des axes d'amélioration? Je suis ouvert à tout. J'ai adoré le podcast. C'était très cool, très bref dans le vif du sujet. Puis on s'est basé sur la période que je préférais de DX. Et puis ça me fait toujours plaisir de parler de cette équipe fantastique qui vit toujours dans mon cœur et qui vit toujours, on l'a dit, aux commandes de la WWE. Et puis je suis toujours un membre de la DX Army. Et donc c'était un plaisir ce podcast. Et en axe d'amélioration, non, tu te débrouilles comme un chef. Ah, super. Du coup, merci beaucoup, Pierre. C'est aussi un plaisir de t'avoir justement dans ce podcast. C'est justement pour les raisons que tu as évoquées que je tenais à t'inviter, justement. Eh Du ben coup, les merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois de l'invitation. T'en prie. Du coup, les catcheux et les catchix, c'est ici que s'arrête le podcast. Hein. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur la DX pendant cette période ou encore pendant les périodes antérieures que vous avez vécues et essayer de débattre là-dessus. Et je vous invite également à vous abonner pour avoir des nouvelles de la chaîne, pour avoir les actualités de la chaîne sur des futures vidéos, des futurs podcasts. Voilà, il y aura beaucoup de podcasts qui vont arriver dans les prochains mois. Et suivez-moi aussi sur TikTok. Il y a aussi des petites vidéos sympas sur TikTok. Et si vous voulez voir mes analyses objectives sur le catch, hein, il y a toujours mon Twitter, Lunatic Enigma, voilà, pour les trois réseaux. Et bon, de toute manière, je, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein, vous savez ce que vous pouvez faire par rapport à mon cher invité Pierre Luc, à notre cher invité. Du coup, suivez-le sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok et Twitch, voilà. C'est ça, Twitch, Insta, un peu X, mais bon, je suis pas fan de Twitter, donc surtout, on va dire Twitch, TikTok, Insta. Voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, j'espère que ça vous a plu, hein, et pour terminer, on se retrouve pour un prochain podcast pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. Merci une fois de plus, Pierre, pour ta participation.
Merci à toi, merci à ceux qui écoutent, et puis vive la DX, et puis vive le catch, bien évidemment. À bon attendeur, salut et vive le catch. This is a wild card, this is a... bon, je vais éviter de le faire. Il fait la outro. Voilà, l'outro, on va le mettre pour la fin. Voilà.